Me voilà de retour parmi vous pour une nouvelle table ronde qui s'intitule « En quoi la crise peut-elle modifier les pratiques des écoles ?» On y ajoutera l'actualité du réseau des écoles du cinéma d'animation, le RECA. Je suis avec mes invités, Johan Da Silva, le directeur général d'Artefix. Bonjour Johan. Bonjour Patrick. Avec Jean-Christophe Boulard, le directeur de l'école des métiers du cinéma d'animation, l'EMCA. Bonjour Patrick. Qui sont d'ailleurs tous deux membres du conseil d'administration du RECA, ce fameux réseau des écoles françaises de cinéma d'animation, dont Johan d'ailleurs est le trésorier, si je ne m'abuse. Messieurs, lors de la préparation des RAF l'été dernier, nous avions échangé, j'avais prévu de vous interroger sur la manière dont les écoles d'animation avaient fait face au confinement du printemps. Depuis, bien des choses se sont déroulées et j'ai aujourd'hui le sentiment que cette question est caduque d'une certaine manière et que la crise se prolongeant, c'est moins les solutions d'urgence qui avaient été mises en place à ce moment-là, sur lesquelles il faut revenir, que sur les modifications profondes qu'il convient de s'attarder. Durant les deux confinements, les écoles ont dû adapter leur pédagogie, trouver des solutions pratiques, au plan matériel d'abord, au plan de l'accès et de la sécurisation des réseaux, faire un suivi individualisé des élèves, trouver des solutions pour les stages, les jurys, les films de fin d'études, les recrutements, j'en passe et bien d'autres choses encore, j'imagine. Alors, même si j'imagine qu'il peut exister des différences notoires entre les propositions des écoles membres du RECA, il semble que des solutions ont été trouvées et que les engagements des écoles ont été globalement tenus vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis des familles dans cette période compliquée. Désormais, il me semble qu'il y a d'autres enjeux majeurs qui sont apparus plus récemment, qui touchent à l'isolement, qui touchent à la détresse, je crois qu'on peut employer ce mot-là, des étudiants et parfois des enseignants, à l'absence de dynamique collective, aux inégalités face au numérique et aussi à l'absence de lien avec le monde professionnel dont vos écoles sont très aptes. Voilà, donc je voulais dans un premier temps avoir vos réactions, savoir quel tableau vous dressez des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans vos établissements respectifs et aussi, pour peu que vous le sachiez, dans les autres écoles du réseau. Comment se présente la situation du moment, Johan ? Alors la situation du moment, on a la chance dans la plupart de nos écoles d'avoir un enseignement qui est pratique. C'est-à-dire que très rapidement, à partir du deuxième confinement, pour la plupart des écoles, on a eu la possibilité de permettre aux étudiants d'être en présentiel. Alors, en partie plus ou moins grande en fonction des écoles, en fonction aussi du statut, puisque dans les écoles du RECA, on a des écoles qui ont tous les statuts différents, entre des écoles publiques, des écoles privées, des écoles plus ou moins grandes, donc les cadres sont un peu différents. Mais je pense que la réaction pour la plupart des écoles, c'était par rapport à ce que vous disiez sur la question de l'isolement et de la situation et de l'urgence aussi que les étudiants puissent travailler ensemble et se voir, a été de permettre aux étudiants d'être dans les écoles. Donc ça, c'est vraiment le premier cadre. Ensuite, la grande difficulté, c'est l'incertitude pour des étudiants qui sont en train de vivre leur vie d'étudiant et qui doivent au jour le jour se projeter dans un avenir qui est assez incertain. Donc notre rôle, c'est aussi de les rassurer aussi les équipes enseignantes, et dans un cadre où éviter que tout change tout le temps. Et effectivement, on ne peut pas, que ce soit pour les étudiants même, ou pour leurs parents, arriver à leur expliquer qu'on n'a pas plus de visibilité qu'eux. Ça, c'est un travail qu'on a au quotidien. On n'a pas plus d'informations que la majorité des gens, donc on doit s'adapter à ça. Je reviens un tout petit peu sur tes propos à l'instant. Si j'ai bien compris, la situation elle est différente selon les territoires, en fonction de l'académie, en fonction de la relation avec les pouvoirs publics qui peut être différente d'un territoire à l'autre, avec quand même une règle un peu générale qui est le demi-groupe, qui est un présentiel accepté dans certaines circonstances. Alors, il y a deux choses très différentes entre les écoles publiques et les écoles privées. Alors, moi, je peux parler de l'expérience qu'on a eue à Artefix en étant une école privée. En gros, on n'a pas de ministère de tutelle, donc l'information qu'on peut avoir, on l'a soit à travers d'autres écoles qui, elles, ont des informations en direct. Il y a des grandes directives qui ont été données, mais chaque directive est adaptée pour chacun des rectorats. Donc nous, par exemple, à Montpellier, c'est le rectorat de Montpellier qui nous a accordé, à la demande spécifique de chacune des écoles, des dérogations pour pouvoir suivre les cours. Et si on compare notre école à Lille, par contre, à Lille, ça ne s'est pas du tout passé de la même manière, où c'est le rectorat de Lille qui a donné les dérogations à toutes les écoles du territoire. L'organisation était un peu différente. Le résultat est le même, c'est-à-dire que c'est à peu près les mêmes dérogations qu'on a pu avoir. Par contre, le temps d'obtenir les dérogations et de la communication n'était pas exactement la même chose.
Et si j'ai bien compris, les collectivités, le rectorat ont été très proactifs. C'est-à-dire qu'ils sont venus vers vous pour vous demander ce qu'ils pouvaient faire pour que le cycle d'études se déroule à peu près normalement. C'est bien ça? Ouais, exactement. Nous, en tout cas, dans les jours qui ont suivi le D'accord. deuxième confinement, on a été en contact tout de suite avec le rectorat qui nous a demandé quelles étaient les dérogations et le cadre à expliquer pourquoi, comment, et avec une justification, nous, à expliquer aussi pratiquement cours par cours de quoi on avait besoin et qu'est-ce qui pouvait être mis en place. Tu as vécu la même situation, Oui. Jean-Christophe, au sein de l'EMCA? Voilà, et l'EMCA, donc, c'est une école de la Chambre de commerce. Et la Chambre de commerce, c'est un établissement public. Donc, Oui. on est là sous la tutelle, double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le MESRI. Et puis, on a cette particularité d'être le ministère de la Culture. Et donc, il y avait à la fois la circulaire du ministère, le MESRI, et on va dire une proposition du ministère de la Culture qui, comme le disait Johan, permettait, sur tous les enseignements qui sont ancrés sur la pratique et qui nécessitent des équipements aussi. Donc on a pu jouer sur les aspects des ordinateurs et des logiciels qui sont spécifiques et qui coûtent cher et que donc forcément les étudiants n'ont pas forcément chez eux, de pouvoir en fait permettre cette hybridation de techniques. Mais pour revenir sur la question précise, on a un arrêté. C'est une rectrice en Nouvelle-Aquitaine, ici on est en Nouvelle-Aquitaine, c'est un arrêté, donc il y a un pouvoir de préfet, et qui nous permet en effet d'ouvrir, et on a défini précisément l'ensemble des enseignements qui sont de nature à avoir le présentiel. Donc on a mis le dessin traditionnel, même les aspects de modèles vivants, de modelage, etc. Mais toutes les pratiques aussi de stop motion, mais aussi toutes les pratiques informatiques, puisqu'on a justifié le fait qu'il y avait besoin d'équipements spécifiques et d'ordinateurs spécifiques qui n'étaient pas du domaine public, on va dire. Si je comprends bien, votre volonté a été de favoriser le plus que possible le travail en présentiel avec les élèves sur site, en groupe. Tout à fait. Serait-ce en demi-groupe, mais et vous avez tout de même gardé, j'imagine, aussi un peu d'enseignement à distance, l'héritage du premier confinement? Alors, sur l'aspect de groupe, pardon, Johan, sur l'aspect de groupe, moi je reviens exactement sur ce que disait Johan, mais pour le compléter, on s'est aperçu que les étudiants, en travaillant à la fois individuellement pour garder le contact, mais aussi en travaillant beaucoup avec les délégués. On faisait des réunions quasiment tous les 15 jours à l'EMCA, mais toutes les écoles ont vraiment gardé le contact comme ça, de manière avec les délégués qui ont des mandats de représentativité. Ce besoin, pour ne pas décrocher, d'avoir en fait ce lien avec l'école, ce travail d'équipe, parce que c'est un métier qui nécessite en effet des pratiques, mais aussi qui travaille d'équipe, une émulation, etc. Et donc pour être très clair, sur la partie, ce qu'on appelle le deuxième confinement et tout ce qu'on vit aujourd'hui, parce que c'est encore le cas aujourd'hui, hein, et on ne sait pas ce que nous réservent les mois qui viennent, on a en effet une présence importante, et c'est en effet pour répondre, parce que de toute façon, on a vu avec les intervenants et les étudiants que nos écoles avaient tout intérêt à le faire. Donc contrairement à peut-être des écoles qui sont sur des enseignements plus théoriques, on a vraiment passé là-dessus. Par contre, pour quand même assurer une certaine, on va dire, innovation dans l'hybridation. Nous, et je pense que toutes les écoles ont particulièrement développé la théorie, donc l'histoire de l'art, les aspects de connaissance de l'écosystème de l'animation, et connaissance sur la gestion de production, des choses comme ça, en distanciel. Et on a là, de retour des étudiants aussi, une bonne acceptation, voire une meilleure, on va dire, pertinence des cours comme ils sont, entre guillemets, préparés, puisqu'il y a des supports un peu plus, on va dire, élaborés en amont à destination des étudiants. Donc on s'aperçoit que malgré la contrainte, on arrive à en faire une opportunité, comme c'est souvent le cas, et d'avoir peut-être plus de formalisation des cours dans la théorie. Et cette notion d'isolement, de détresse parfois, c'est quelque chose que vous rencontrez au quotidien aujourd'hui chez les étudiants ou peut-être chez les enseignants? Alors c'est quelque chose qu'on rencontre au quotidien, oui, et qu'on a identifié très très vite dès le premier confinement. Il y a deux effets. Le premier, c'est, moi je raconte une anecdote qui était quand on a appris le premier confinement, la première chose que j'avais fait, c'était réunir tous les 5e années, donc les étudiants de dernière année, en leur expliquant ce qui était en train de se passer et en leur proposant de leur prêter du matériel informatique. Et on savait que ça allait devoir aller très vite, et on a eu 3 étudiants sur 66 qui ont levé la main parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur. Au bout du compte, on a prêté une 50aine d'ordinateurs. Donc à la fois il y a une pression sociale auprès des étudiants, ils sont censés être dans des écoles où la partie informatique est importante,
qui sont pour la plupart des écoles privées, dans lesquelles ils ont fait des gros investissements. Et déjà, entre eux, on s'est rendu compte qu'ils ne vont pas forcément spontanément dire, ou en tout cas se rendre compte aussi de la situation dans laquelle ils peuvent être. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place, qu'on a vu au fur et à mesure. Donc il y a la partie technique, informatique, avoir juste ne serait-ce qu'une connexion Internet à la maison, ne pas partager son ordinateur avec toute la famille. Donc ça, c'est des choses qu'on a découvert au fur et à mesure. Et en tout cas, là, dans la deuxième partie, c'est voilà, le soutien psychologique. Donc après, chaque école a aussi mis en place ces différents protocoles. Il y a des choses aussi qui ont été mises en place par les différents CROUS avec différents moyens et accès. Là, nous, à l'école, depuis un moment, on a une cellule où on a un psychologue qui est rémunéré par l'école. C'est-à-dire que ce n'est pas les étudiants qui vont le payer, avec un moment dédié par semaine où ils peuvent s'inscrire. Et effectivement, le but est aussi de suivre les enseignants dans cette situation-là. Parce qu'on voit les mêmes situations dans les équipes enseignantes aujourd'hui. Tu as amorcé un élément intéressant, Jean-Christophe, quand tu disais, en fin de compte, il y a aujourd'hui une acceptation de l'enseignement à distance qui est différente, qui progresse. Et je voudrais qu'on en arrive à ça. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui imaginer ce que ça va transformer de profond dans la pédagogie de vos écoles? Cette crise, elle aura une fin, j'espère, un jour. Est-ce que ces notions d'enseignement à distance, de support aussi pérenne, resteront des éléments que vous pensez garder dans la pédagogie de vos établissements dans l'avenir? Alors, moi, je vais parler pour Artefix, où Oui, nous, on sûr. avait fait le choix depuis plusieurs années de passer dans un autre type de pédagogie qu'on appelle la pédagogie inversée. Et donc, ce contexte-là, ça confirme aussi les intuitions que Gilbert Kinner avait eues il y a quelques années dans cette évolution de pédagogie. C'est-à-dire que les étudiants ont accès à la majorité de leurs cours en autonomie, que ce soit à distance ou dans l'école, avec du contenu qui est fait sous forme de petites capsules vidéo ou de contenu, en tout cas en ligne. Et nous, ça nous a permis de passer en distanciel très rapidement et de permettre aux étudiants et aux enseignants de vraiment, en tout cas là, ça nous a permis de montrer à quel point ça marche, mais aussi quelles sont les limites que ça peut avoir. Donc, d'une partie, les étudiants ont vraiment adoré cette partie-là. Pour les enseignants, on a vu aussi la flexibilité que ça apporte. Par contre, on a bien aussi confirmé, dans la pédagogie inversée, il y a deux parties. Il y a qu'est-ce qui se fait en ligne et aussi qu'est-ce qui se fait en présentiel. Et que la partie présentielle est essentielle. Et donc la flexibilité, elle est vraiment entre les deux. Entre qu'est-ce qu'on peut apprendre en autonomie, mais on ne se passera jamais des enseignants et du travail en équipe dans l'école, ensemble. Ça, c'est important. Oui. Même constat? Oui, pour venir compléter finalement, cette pédagogie inversée, à mon avis, c'est une tendance très lourde et elle a été accélérée dans sa mise en œuvre. Par contre, donc, il y a, comme le disait Joanne à l'instant, des enseignements qui ne fonctionnent pas, je dirais, avec le système distanciel. Il peut être toujours en pédagogie inversée, par projet, etc. Mais ça se fait en présentiel. Et donc, pour être très clair, nous, on voit que durablement, et peut-être que c'est le deuxième confinement qui confirme ce deuxième confinement, puisque là, la pratique, elle a été expérimentée, on va dire, en mars, avril, mai, l'année dernière, mais là, aujourd'hui, elle est complètement opérationnelle et elle est durable. Tous les étudiants sont habitués à travailler, on travaille sous Teams, nous, avec donc un Teams un peu élaboré pour la pédagogie, et donc en distanciel. Sur les aspects, pour être très clair, je reviens sur les enseignements théoriques, on a du coup la facilité, parce qu'on avait toujours cette problématique de trouver le bon intervenant au bon moment en fonction des emplois du temps et de la programmation pédagogique. Là, on a beaucoup plus de facilité de trouver un intervenant international qui nous fait à l'international, enfin je veux dire de chez lui, une masterclass à l'heure qui convient, et on a une flexibilité là-dessus. Donc ça nous ouvre un champ quand même assez nouveau, quitte aussi, et c'est le travail du RECA, à partager des masterclass et des possibilités d'avoir en commun, c'est organisé par l'Eureka, des possibilités de faire venir des témoignages et des personnes qui ont vraiment envie de transmettre un vrai savoir-faire en commun par rapport à des techniques, on va dire, de visioconférence et d'animation de cours en distance qui sont aujourd'hui tout à fait opérationnelles et acceptées par les étudiants, mais en plus qui fonctionnent, je dirais, très très bien parce qu'on garde en archive aussi l'ensemble du contenu. Et au-delà des modifications qui interviendront dans votre programme pédagogique, est-ce qu'il peut y avoir la tentation aussi de développer de l'enseignement en ligne au-delà des élèves que vous accueillez aujourd'hui pour d'autres publics, internationaux peut-être d'ailleurs, tu viens de l'évoquer. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut aussi naître de cette crise et des moyens que vous avez dû mettre en place? En tout cas, il y a un besoin qui s'est exprimé assez rapidement, où on se rend compte que les étudiants internationaux, beaucoup d'étudiants internationaux ne peuvent juste pas revenir en France.
Donc on a des étudiants qui ont commencé leur cursus et qui sont bloqués à l'autre bout du monde. Donc par la force des choses, on a dû leur permettre aussi de suivre complètement leur scolarité à distance. Et en réalité, il n'y a rien de plus compliqué que de faire du mix, c'est-à-dire avoir une partie des étudiants qui sont là, une partie qui est à distance. Donc effectivement, ça corrobore la possibilité de pouvoir avoir une partie de la formation. Alors, en tout cas, nous, pour Artefix, on n'aura pas de formation entière à distance, mais en tout cas de permettre, surtout pour les étudiants internationaux, de continuer, ou en tout cas d'avoir une majorité de cours à distance. Là, on parle des étudiants qui sont engagés, que vous avez recrutés, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une autre partie de votre activité qui soit dédiée à l'enseignement en ligne pour une sorte de MOOC, le MOOC d'Artefix ou le MOOC de l'EMCA demain, fort de ce que vous avez appris, de cette capacité à créer des contenus vidéo En tout cas, c'est quelque chose sur lequel qui existe beaucoup aux États-Unis ou en Asie. Oui, mais en tout cas, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment, auquel on réfléchissait déjà depuis un moment, à nouveau parce qu'on sait qu'il y a certains pays où il y a une vraie demande et il y a un besoin aussi de monter en compétences pour leur industrie locale où ils ne peuvent pas obtenir de visa en France. Donc c'est quelque chose auquel on réfléchissait, et effectivement là qui confirme le fait que c'est possible, en ayant aussi les contraintes qu'on a pu voir avec. Et donc je pense que ça, de notre côté, on réfléchit aussi, c'est pas encore opérationnel. Certaines écoles par contre du RECA le font déjà, l'ont fait avant d'ailleurs, je pense le font depuis de 3-4 ans, mais c'est pas dans un cadre d'un cursus Bac plus 3, Bac plus 5, je pense qu'il faut que ça soit très clair. C'est un peu, je reprends le vocabulaire de Johan, des capsules extrêmement bien organisées pour un renfort ou une capacité à découvrir, s'initier, pratiquer avec donc une matière très précise. Donc ça peut permettre de faire des programmes un peu exécutifs, c'est-à-dire des programmes qui sont de nature à être dans la validation des acquis par l'expérience ou des aspects de formation continue. Moi je crois beaucoup à ça, y compris du coup pour des personnes intéressées en France, même à Angoulême, juste à côté de l'école, qui pourraient avoir la capacité à choisir leur formation dans le cadre de leur compte personnel de formation, par exemple, etc. Donc je pense que ça va se développer dans le secteur. Et c'est quelque chose qui, par les moyens qui sont mis en œuvre en formation initiale, pourront certainement être plus développés encore en formation continue, je le crois. Et sur les formations longues, souvent que vous proposez dans les écoles du RECA, est-ce que, quelque part, on peut penser que cette crise et toutes les incidences qui en résultent vont re-questionner le modèle d'études longues, coûteuses, ou est-ce que ça n'a pas d'influence en fin de compte? Est-ce qu'on peut continuer à imaginer que ce modèle-là d'études longues et coûteuses, qui correspondent à la demande de l'industrie aussi, on l'a vu à travers les 12 éditions des RAF, va perdurer et que ce que l'on vit actuellement ne remettra pas en cause ce modèle-là? Je pense que sur la question, il y a quand même deux adjectifs. Il y a longue et coûteuse. Je pense que longue, c'est indéniable. Coûteuse, c'est une appréciation que je fais. Patrick, et je respecte, je trouve ça très, très bien. Je voudrais quand même juste faire un point, c'est qu'on l'a vu, et même Johan disait, les écoles privées sont quand même sous les aspects d'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc on est bien des écoles qui sont associées à ce mouvement licence, master, voire doctorat. Il y a certainement des doctorats d'ailleurs à développer en cinéma d'animation. Je pense qu'il y en a personnellement, je pense qu'il n'y en a pas assez. Mais pour être très clair, ça c'est un format qui correspond à tous les métiers en fait et l'activité qui nécessitent ce niveau de compétence par rapport au niveau de responsabilité qui suit. Donc par rapport au coût, si on regarde l'enseignement supérieur en général, il est en effet plutôt dans les 10-12 000 euros par an en termes de coût, et il faut savoir qui paye. Si vous êtes donc en effet dans une université publique, c'est les impôts qui permettent en fait de financer ça. Si vous êtes dans un certain nombre d'établissements publics, il peut y avoir quelques subventions. Pour prendre le cas des CCI, il y a eu parfois un petit peu de subventions qui deviennent un petit peu compliquées maintenant, et donc il y a, je dirais, pratiquement un alignement des coûts, des frais de scolarité des établissements comme les chambres de commerce par rapport aux établissements privés. Mais pour revenir, c'est bien savoir qui paye. Donc en clair, je pense que le coût aujourd'hui, il est associé quand même à un vrai apprentissage dans le cadre de l'enseignement supérieur. Et après l'aspect, la longueur des études, moi je crois que l'Eureka a fait un travail très important de clarification depuis le début, puis c'est l'essence même de l'objet du RECA, entre les besoins de techniciens
et les besoins de superviseurs et de concepteurs réalisateurs. Et donc on a bien ce niveau nécessaire entre un Bac+3 qui est ancré sur la pratique et l'ensemble en fait des pratiques. Il y a énormément d'outils, énormément de logiciels, on le sait tous dans ce métier-là. Donc ça demande quand même un petit peu de temps d'apprentissage. Et puis le niveau d'autonomie et de responsabilité qui est de nature à avoir un enseignement de type master. Sur la question du coût, mon propos n'était pas de remettre en cause la valeur de la proposition que vous faites, mais de se poser la question du pouvoir d'achat des familles dans les années à venir, parce que cette crise sanitaire, on voit bien, se double d'une crise économique qu'on va subir pendant des années. Donc il y aura peut-être une certaine résistance là et une difficulté réelle des familles à faire face à un coût d'études sur une durée longue. C'était ça un peu mon propos. Je rebondis sur ce que dit Jean-Christophe. La question du coût, moi je la rattache toujours à la question aussi du financement. Et ça, pour moi, c'est le point central aujourd'hui dans le secteur de l'animation, des effets visuels ou du jeu vidéo. C'est des industries phares en France. La question, c'est aussi comment est-ce qu'on finance les formations aujourd'hui, en tout cas pour des écoles privées. Quand un étudiant paye 7, 8, 9 000 euros pour une année de formation, il finance l'intégralité de son année. Il y a très peu d'autres sources de financement pour les écoles et c'est un vrai enjeu. Et effectivement, dans le contexte actuel, aujourd'hui, en tout cas, à notre niveau, on ne voit pas de différence dans la dynamique des inscriptions. Après, on est aussi confronté au quotidien des familles dans lesquelles, eux, aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir payer leurs frais de scolarité aujourd'hui parce qu'ils se retrouvent dans des situations financières complexes parce que leur activité est arrêtée. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de suivre individuellement, famille par famille, trouver des solutions. C'est difficile de se projeter. Oui. Après, je pense que tous les pans de l'économie risquent d'être impactés là-dessus. En tout cas, sur la projection de est-ce que je vais faire des études ou mes enfants vont faire des études ou des études longues, aujourd'hui, on continue à avoir des inscriptions, même plus que d'habitude. On n'a pas, en tout cas, aucun questionnement sur ce point-là. Les questions, elles sont plutôt sur les étudiants actuels, avec voilà, toutes les situations individuelles qu'on peut avoir, et elles sont vraiment individuelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas particulier qu'on peut identifier. Avant que vous nous parliez de l'actualité du RECA, juste en 2 mots, qu'est-ce qui vous semble avoir, qu'est-ce que vous avez appris pour l'instant de ces quelques mois complètement bouleversants que vous venez de vivre? Il y a des choses qui fondamentalement vont venir bouleverser votre approche de la pédagogie ou du fonctionnement de vos écoles? Bouleversé, non. Moi, ce que j'ai appris, je suis épaté par les étudiants et les équipes enseignantes. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, on peut changer complètement le fonctionnement d'une école et tout le monde est là tout le temps. En passant, quand on est passé à Discord pendant le premier confinement, le premier week-end, on avait 450 personnes connectées tout le temps, toute la journée, et même des étudiants qui n'ont pas cours sont là pour être les uns avec les autres. Donc pour moi, il y a vraiment l'attachement aux écoles, le fait que les projets sortent, l'engagement des équipes enseignantes tout le long, et aussi le fait que tous les partenaires ont joué le jeu, c'est-à-dire les éditeurs de logiciels. Alors, un peu moins pour le deuxième confinement, des fois c'est un peu plus compliqué. Les studios, ce que disait Jean-Christophe, on a eu des propositions du monde entier de gens qui proposent d'intervenir gratuitement, faire une masterclass de l'autre bout du monde, parce qu'eux aussi sont chez eux, ils ont un peu de temps d'un seul coup, et proposent de parler du dernier film sur lequel ils travaillent, de leur expérience, et spontanément. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu des contacts, donc on est dans un écosystème où on travaille ensemble, et effectivement là, ça s'est vraiment vu tout le long. Bon, là, en ce moment, on sent que tout le monde est un peu fatigué, et donc il y a un peu moins de proactivité sur des propositions. Mais pour moi, c'est ça, on est tous ensemble. Oui. Même question, Jean-Christophe? Et donc, ça revient à ce que dit Johan, on est vraiment dans un métier de passion où il y a un engagement fort et finalement, il y a une énergie qui a été trouvée pour l'agilité nécessaire. Et ce que je retiens, moi, en tout cas dans la gestion des écoles et l'MK en particulier, c'est finalement d'être maintenant peut-être un peu plus armé sur la maîtrise des risques, parce que ce genre de risque, on ne l'avait pas identifié. Personne ne l'avait identifié. Personnellement, voilà. Et cette capacité à gérer les compétences, à la fois en termes de propositions pédagogiques, mais aussi de l'ensemble du corpus des enseignants, qui sont beaucoup des professionnels. Et finalement, nous, en tout cas, on a vu qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont extrêmement attachés à transmettre leur savoir-faire,
et qui ont beaucoup travaillé. J'aurais vraiment reconnaissance auprès des vacataires et des honoraires, des gens qui sont travaillés en honoraire à l'AMCA, pour permettre en fait cette capacité à proposer de l'hybridation ou à proposer un peu plus de contenu formalisé en amont. Et donc on a une gestion, on va dire, globale des compétences qui est améliorée. Parce que finalement, on a beaucoup plus formalisé, beaucoup plus en amont permettre d'informer les étudiants et tous les systèmes, on va dire, digitaux, on s'aperçoit, nous contraignent de ce côté-là à avoir beaucoup plus, on va dire, de suivi, d'évaluation et de rendu, à un moment donné, de livrables. Et donc, je pense que ça, ça fait partie des opportunités liées aux contraintes, hein, mais je pense que c'est durable. Et on a gagné là-dessus. Si on n'y avait pas pensé forcément, hein, mais en tout cas en termes d'efficacité pour l'école, on s'aperçoit que là l'enseignement est beaucoup plus, on va dire, organisé et beaucoup plus archivé d'une certaine manière. L'actualité du RECA. Quelques points à souligner et à transmettre à nos spectateurs. Oui, l'actualité du RECA, le RECA, comme les écoles, ont aussi été pas mal impactés par le confinement. On avait prévu d'organiser notre premier think tank RECA, donc il y a un moment dans lequel les écoles ont vraiment du temps pour travailler ensemble et faire venir aussi des intervenants extérieurs, qui devait avoir lieu à Montpellier le 11 mars dernier. Donc, la date était... on avait eu des creux sur cette date-là. Donc on reporte au mois de mars qui vient. Donc ça va être un moment important en tout cas pour les écoles. C'est un travail qu'on met en place depuis longtemps. Un des gros changements en tout cas pour nous, c'est que cette année on est enfin reconnu comme association d'intérêt général. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille depuis un moment. On avait parlé déjà du fait d'ouvrir les adhésions à des bienfaiteurs aussi. Et donc aujourd'hui, en tout cas depuis quelques mois maintenant, on est enfin reconnu d'intérêt général. Donc c'est un bel achievement pour nous. Ensuite, on a organisé nos 5e journées du RECA, donc qui sont passées aussi entièrement en distanciel, organisées par les étudiants de Gobelin cette année, qui ont animé, préparé les journées. Donc les journées du RECA sont toujours sur le même mode, avec une première journée avec une masterclass et des tables rondes. Le fait d'être en ligne, ça a permis à tous les étudiants des écoles du réseau de pouvoir vraiment participer. D'habitude, c'était en présentiel avec un replay accessible. Donc là, on avait à peu près 350 étudiants au maximum sur les conférences. Et accueilli Rémi Chaillet, je crois. Avec Rémi Chaillet qui est venu faire sa masterclass le matin. Et une table ronde autour de l'international. Alors, dans un contexte un peu particulier, mais qui reste un point important pour nos étudiants. Et une deuxième journée avec un job dating, donc c'était le 10 et le 11 décembre, avec un peu plus d'une vingtaine de studios qui étaient présents pour recruter les étudiants, qui a été un moment important. C'est vrai que la plupart des jurys se sont passés, mais ont été plus ou moins décalés, donc aussi avec des job dating et une entrée dans le marché du travail plus ou moins décalé pour les étudiants. Et d'avoir ce job dating un peu plus tard, ça a permis aussi aux étudiants de pouvoir postuler avec beaucoup, en tout cas. Oui, c'est ça, l'occasion aussi de constater que le secteur professionnel ne souffrait pas trop de cette crise, était même dans une dynamique assez positive. En tout cas, il est dans une dynamique positive, surtout le secteur de l'animation. Oui. Et le fait d'avoir ce job dating un petit peu plus tard permet aussi de voir les choses venir et d'avoir aussi un constat de où est-ce qu'on en était en décembre. Et avec une tendance importante sur du recrutement sur de la 2D, qui était une demande importante, à un moment où beaucoup d'étudiants, il y a de plus en plus de formations 2D qui se mettent en place, même si la majorité des étudiants restent sur la 3D aujourd'hui. Mais en tout cas, qui était bienvenu à cette période-là et qui est un signe aussi positif pour les étudiants, parce que ceux qui sont en cursus ne le voient pas forcément encore aujourd'hui, donc ça lève aussi des inquiétudes. Et de voir leurs camarades s'inscrire à des job dating, passer des entretiens, même en dehors de leur jury de diplôme, c'était en tout cas un élément de motivation qui est important. Et les studios étaient présents, et à nouveau, c'est important. Oui, c'est ça. Oui, la connexion avec le monde professionnel a dû souffrir un peu de ce moment-là, mais est restée constante tout de même. Oui et non, c'est ce qu'on disait avec Jean-Christophe, à la fois par les intervenants et les studios. Oui. Nous, ça a permis aussi d'avoir des studios qui n'ont pas forcément besoin de se déplacer, où ça demande une logistique. Je pensais notamment au stage. Est-ce qu'il y a eu une difficulté de cet ordre-là, qui peut-être demeure d'ailleurs? Alors, il y a une difficulté et en même temps, en tout cas, on n'a pas, nous, identifié de problèmes particuliers. On a eu toujours des demandes de stage qui se font souvent à distance, donc il a fallu adapter les conventions, adapter le suivi.
Mais aussi, ça nous a permis aux étudiants d'avoir des stages à des endroits où ils n'auraient pas pu en avoir d'habitude parce qu'ils étaient obligés de se déplacer. Oui, ça a été un peu reporté quand même, pour être très clair, parce que bon, ça nous est tombé dessus, donc il y a eu une réorganisation à mettre en œuvre, on va dire, sur le printemps, qui est plutôt le moment où, dans le calendrier, les étudiants recherchent un stage. Donc, pour être très clair, les stages, nous, ils sont encore, enfin, là c'est fini, mais ils viennent de finir en fin d'année dernière. Donc, il y a eu un petit décalage de 3 mois qui est tout à fait compréhensible par rapport, en fait, à la désorganisation globale des secteurs et du secteur d'animation en particulier. Mais c'est vrai qu'on s'est, nous, attachés à faire une enquête auprès d'une trentaine de studios pour étudier justement, prendre la température simplement, mais aussi voir quand même quelle est la perspective de l'activité et en termes de conjoncture, comment on peut anticiper ce qui va se passer finalement sur la fin d'année. C'est ce qui allait se passer sur la fin d'année. Et ce qui est très clair, c'est que beaucoup de productions quand même sont en France sur des périodes de 6 mois à 2 ans, et que donc le carnet de commandes était rempli. On était bien, et on est bien dans une dynamique qui a un mouvement assez résilient par rapport en fait à ce genre de crise et qui passe sur en fait des échéances quasiment de 2 ans d'activité. Et pour être très clair, ça a permis de prendre contact avec les studios pour savoir comment ça va et d'organiser de nouveau les rapports entre l'école et les studios par rapport à des anticipations justement d'activités. Donc aujourd'hui, Joanne le disait, ça a permis à la fois le job dating, mais différents contacts de quand même pour les étudiants avoir des informations qui les sécurisent sur leur avenir et puis les motivent toujours, et ce qui est très bien et très positif. Et on regarde quand même ce qui se passe maintenant en général, on va dire, dans l'organisation aussi des plateformes et d'un certain nombre de nouveaux possibilités de distribution, parce qu'on sent qu'il y a des commandes qui se reprennent, puisque là on disait c'est des commandes qui étaient actées, et là ce qu'on s'aperçoit en refaisant un petit sondage, c'est qu'il y a de nouvelles commandes qui arrivent et qui sont prises par les studios français en particulier, et c'est très encourageant pour la filière. C'est sur cette perspective qui va réjouir vos étudiants et qui va les encourager à tenir bon dans cette période difficile que nous allons mettre fin à cette rencontre. Merci beaucoup, messieurs. Très bonne journée et à bientôt. Merci.